Ok la team, on a les marchés qui montent aujourd'hui. Et voilà, plus de 300 points pour le Dow Jones. Septième voilà, journée gagnante pour les marchés américains. Tout cela grâce bien sûr à l'inflation qui est sentie ou pressentie en baisse. Donc voilà, c'est toujours cette histoire de taux d'intérêt, d'inflation qui jugule, on va dire, les marchés. Et là, on a des bonnes perspectives à venir. Et voilà pourquoi les actions américaines et voilà, et l'ensemble des actions mondiales sont en hausse. On va aller côté Europe aussi, on va voir qu'il y a des bonnes nouvelles. Bon, même si moi, mes propres actions liées à l'intelligence artificielle ne sont pas très bonnes. Ici, on a les actions du concepteur de puces ARM. Bon, ARM, c'est ma petite pépite. J'ai pas encore d'action, mais je compte investir. Pour moi, c'est là où je vois. Voilà, pour moi, c'est une pépite où il y aurait un gros potentiel de croissance. Mais voilà, malgré que ARM a explosé les chiffres d'affaires, a battu voilà, voilà, tous ses bénéfices, tout ça, en fait, c'est toujours les perspectives qui ne sont pas au goût des investisseurs. Et pour le moment, ce qu'on voit, c'est que, bon, ARM, ils dominent le marché des smartphones. Voilà, c'est eux qui équipent toutes les puces mondiales. De tous les smartphones au monde, même les puces Apple, tout ça, et les puces Android et tout. Mais voilà, de manière générale, le marché là, des smartphones est en baisse. Et donc voilà, ça touche ARM. Et pour le moment, en fait, bah, le marché là où ARM est en train d'exploser, là, les centres de données, l'intelligence artificielle, bah, pour le moment, c'est que des promesses. Il n'y a pas de concret dans les ventes. Ils ne vendent pas encore les puces, là, ARM V9. C'est pas encore utilisé. Donc, pour le moment, bah, dans les bénéfices et perspectives, on a du mal à voir voilà, des gains réels. Et c'est pour ça que l'action a chuté. Mais ça, pour moi, c'est une bonne opportunité justement pour investir, puisque quand ARM va vendre tous ses puces pour les PC portables et pour les centres de données, là, je pense qu'il va y avoir une forte hausse pour cette action-là. Donc ARM pépite britannique, hein, c'est une entreprise, c'est pas une entreprise américaine, ça vient du Royaume-Uni et c'est une des pépites sur lesquelles je compte investir. Donc, en tout cas, les marchés sont voilà, toujours considérés dans la peur. On est bientôt à repasser au neutre, mais pour le moment, on est encore avec des craintes par rapport à l'inflation, les taux, tout ça. Mais on risque de revenir dans un équilibre, on va dire, neutre, avant de repasser à peut-être à un optimisme plus tard, quand les taux vont baisser et que l'impression monétaire va recommencer, le quantitative easing. Mais pour le moment, on est encore en peur. Est-ce que les marchés vont cracher? Est-ce que, voilà, c'est possible hein, aussi. Mais voilà, là, c'est en train de s'évaporer pour revenir dans un sentiment d'équilibre, on va dire neutre. Maintenant, quand on regarde bah, les prix des loyers ici en rouge par rapport aux revenus des ménages, des particuliers, en bleu, bon, bah, ça sent pas très bon, on va dire. Vous voyez, le pouvoir d'achat, c'est, voilà, surtout côté loyer, immobilier, tout ça, c'est pas trop ça. Le loyer explose largement plus que les revenus des gens, on va dire. Donc, ce qui entraîne un pouvoir d'achat à la baisse pour les ménages américains, mais on va dire pour les ménages même occidentaux, voilà, dans la globalité. Donc, voilà, la population, elle, en tout cas, s'appauvrit toujours de plus en plus, puisque l'inflation reste quand même de manière générale de plus en plus forte. Et voilà, pour s'en sortir de ça, il faut voilà, faire la bascule et acheter des actifs plutôt que des passifs, voilà, pour essayer de s'en sortir, être investisseur, essayer d'entreprendre. On connaît la chanson, mais la plupart des gens se contentent du salaire, enfin du salariat, et subissent et sont dans la consommation. Voilà pourquoi les gens subissent après le pouvoir d'achat qui baisse, tout ça. Donc voilà. Point très critique en tout cas par rapport à ça. Bon. En Chine, les importations chinoises qui ont bondi. Donc les importations, c'est que les Chinois commandent à l'étranger pour eux, ou commandent américains, ou achètent des produits de l'étranger pour leur compte. Et voilà, ils consomment étranger, on va dire. Et bah ça, ces importations-là, là, ça a explosé. Donc la Chine se remet à consommer et surtout étranger. Et donc ça dépasse les attentes. Alors que les achats en provenance surtout des États-Unis augmentent. Donc les consommateurs chinois consomment américains. Voilà. Mais ça, j'ai envie de souligner ce point, cette actualité, pour dire que peut-être que c'est un bon signe de la relance de l'économie chinoise. Parce que la Chine a du mal à relancer sa croissance et dans une stagflation là. Et là, peut-être que c'est un signe que la consommation est en train de revenir.
en tout cas en Chine, et que c'est peut-être le moment. Peut-être de s'intéresser à la Chine, peut-être sur les actions par exemple comme Alibaba, Alibaba là, qui a déployé sa dernière version de grands modèles là, de langage pour répondre à la forte demande de l'IA. Donc les États-Unis sont les grands dominants par rapport à l'IA, mais eh bien, euh, la Chine qui n'est pas en reste et la Chine qui arrive à tenir maintenant les États-Unis en manière technologique, de manière technologique. La Chine est très éveillée hein, et ils arrivent à suivre les États-Unis et là, même sur l'IA. Donc là, on pourrait se dire, ah ouais, mais c'est l'intelligence artificielle en Chine, ils n'ont pas la puissance des cartes graphiques d'NVIDIA ou des choses comme ça. Mais par exemple, Alibaba, là, bah, la dernière version de son modèle qui s'appelle Tongyi, ça s'appelle Kyungwen. Et en fait, son modèle, c'est le Qwen 2,5 là. Et bah en fait, ils disent que bah, ce dernier modèle s'en sort mieux que le modèle GPT-4. Hein. Donc l'une des dernières versions de ChatGPT, bah, le modèle apparemment fait mieux hein, que ChatGPT 4, qui est la dernière version de ChatGPT à l'heure actuelle. Donc, vous voyez que les Chinois ne sont pas en retard ou si en retard que ça en matière d'IA, puisque leurs modèles font mieux que bah, ce qui se fait de mieux aux États-Unis. ChatGPT 4. Donc voilà, la Chine, Alibaba, faut pas les oublier. Surtout que leurs actions là, Alibaba, c'est très très bas. Hein. Là, on peut aller dessus. Tiens, on va aller dessus. Là, parce que les actions chinoises, elles ont fortement chuté et elles se sont pas reprises depuis, on va dire. Pas tellement. Là, Alibaba, on va aller voir sur 1 an ou sur 5 ans. Ouais, regardez, c'est très, ça navigue en bas et sur 5 ans. Vous voyez, hein, regardez comment c'est retombé là sur 5 ans. On est tout en bas. Donc maintenant, pour moi, là, c'est le moment, en tout cas pour ceux qui s'intéresseraient. Moi, vous savez, ma stratégie, je me concentre sur la valeur ajoutée. Sur la valeur, c'est-à-dire la création de valeur. Est-ce que, je me pose la question, est-ce que Alibaba aide le monde? À quel niveau ils aident le monde? C'est sur ça que je me concentre. Si j'estime qu'ils aident, ils impactent, ils apportent beaucoup de valeur, bien plus que par exemple Apple ou Nvidia, et ben je vais me concentrer sur eux. Mais bien sûr, là j'estime que l'entreprise Alibaba, voilà, n'apporte pas plus de valeur que par exemple l'action Nvidia, Nvidia, chez eux là, leur GPU là, il y a des ruptures de stock. C'est eux et c'est Nvidia qui est en train d'amener l'avènement de l'IA, voilà, qui est en train de changer le monde. Donc, j'estime qu'Nvidia apporte plus de valeur et donc je me concentre sur Nvidia. C'est ça ma stratégie à peu près pour vulgariser. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Et j'estime que Nvidia, peut-être ARM bientôt à venir, apporte plus de valeur aujourd'hui que par exemple un Ethereum. Voilà, où on sait qu'Ethereum va venir après avec la tokenisation des actifs réels. Mais aujourd'hui, voilà, ils apportent plus de valeur que le Bitcoin ou que l'entreprise Coinbase ou que la cryptographie en général. L'IA apporte plus de valeur aujourd'hui. Il y a une tendance à l'IA, c'est maintenant, c'est réel. Alors que l'IA, la crypto, c'est pas encore ça. Vous voyez, c'est comme ça que c'est ma stratégie d'investissement, on va dire. Donc, voilà par rapport à ça. Et bah justement, peut-être que avec leur modèle de langage, là, Alibaba, bah, l'IA va revenir en force chez eux et ils vont écrire énormément de valeur parce qu'il y a beaucoup de population en Chine et peut-être que Alibaba va à nouveau être en forte tendance et créer beaucoup de valeur, on va dire. Donc, ça, c'était en Asie. On revient plus à l'ouest de l'Asie, enfin plus en Europe, là. Et là, voilà, Poutine qui a tenu un discours et voilà, et qui là fête la victoire russe. Donc, gloire aux forces armées, vive pour la Russie. Donc là, voilà, la Russie fête le jour de la victoire. Son jour symbolise la victoire sur l'Allemagne nazie durant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et donc là, même si aujourd'hui la France et les USA combattent les Russes, autrefois ils se sont unis pour vaincre Hitler. Hitler et l'Allemagne nazie. Et donc là, c'est un jour de fête. C'est le jour où la Russie a vaincu, voilà, pendant la deuxième guerre mondiale, l'Allemagne nazie, apparemment. Donc, voilà. Ouais, là, il y a un défilé, tout ça. Et donc, voilà. Suite à l'investiture de Poutine, hein, son 5e mandat présidentiel. Donc, n'oubliez pas, hein, en Russie, voilà, hausse spectaculaire des importations d'engrais russes en France, plus 80% en 2 ans. Donc, tout se passe bien pour la Russie. Enfin, tout se passe bien. De manière générale, on va dire, ils s'en sortent mieux que prévu. Et là, le business marche pour eux. Donc, la Russie qui va connaître à peu près 4% de croissance, ce qui est largement plus que ce qu'on attendait de l'effondrement de l'économie russe.
Donc tout se passe bien pour la Russie, pendant qu'en Occident, eh bien, vous avez toujours plus de dérives. Ici, vous voyez un homme travesti ou je sais pas, qui voilà, prend son bébé apparemment. Là, vous voyez qu'il il s'est fait la manicure, tout ça, mais il a voilà une barbe de 3 jours. Et le bébé là, qui est voilà, assis sur des poils au lieu d'être voilà. Voilà. Donc voilà l'Occident, voilà d'aujourd'hui. Et où voilà, cette ère-là de LGBT, des choses comme ça. Donc voilà, c'est ce que combat la Russie, c'est ce que combat Poutine et voilà, les pays, hein, on va dire, face à l'Occident, là. Et donc voilà, cette dérive-là, il faut essayer de se séparer de tout ça. Donc, en tout cas, pour ce qui est de l'Europe et l'Angleterre, donc la Banque d'Angleterre, ça se passe bien aussi en Europe, hein. Ça se passe très bien. La Banque d'Angleterre, donc, qui s'apprête donc à maintenir ses taux, alors que les banques centrales européennes s'écartent de la Fed. Donc la Fed qui, elle, est un peu plus en difficulté, qui ne peut pas encore baisser ses taux, tout ça, puisque l'inflation est résistante là-bas. Donc la Fed, je dis, c'est les États-Unis, hein, la Fed, la Banque centrale américaine. Et donc, l'Europe, elle, a une autre stratégie et vise et est proche de baisser ses taux. Donc en Europe, c'est plus en avance qu'aux États-Unis pour le coup. Et donc pour l'instant, la Banque d'Angleterre, elle, va maintenir ses taux. Mais voilà, le chef de la Banque d'Angleterre affirme réduire les taux juste avant les élections britanniques. Et il dit que ce ne serait pas un problème s'il baissait les taux. Donc l'Europe, on sent que l'Europe est proche d'une baisse de taux. Donc ça, c'est la bonne nouvelle en Europe. Et les actions en Europe qui explosent suite à ça ou qui sont, on va dire, dans une vibes positive. Donc en France, rapidement pour rappeler la dette, hein, on est à 3100 milliards. Donc là, on a un peu, ici, on voit à peu près comment la dette a explosé. Déjà sous l'ère Sarkozy, ensuite sous l'ère Hollande. Et là, Macron qui a accentué ça et qui a accéléré ça en rouge ici. Donc voilà, qui a fait passer la dette à plus de 3100 milliards. Bon. De toute façon, on est dans un système de Ponzi. La dette, voilà, vous la voyez comme ça. Bon, ça, dans les faits, dans la réalité, bon, bah, ils coupent toujours de plus en plus. Tous les métiers sont en train de couper de plus en plus ou d'être dans une situation plus précaire. Chaque salarié voit ses avantages partir. Ça, c'est dans les faits réels. Et la France, voilà, coupe de plus en plus. C'est-à-dire qu'ils réduisent le chômage, ils réduisent la CAF, voilà, ils réduisent le nombre de lits dans les hôpitaux, voilà, ils augmentent les impôts petit à petit. Voilà, dans les faits, la France est en, voilà, on est de plus en plus, voilà, la qualité des hôpitaux est en fort déclin, voilà. Voilà ce qui se passe quand la dette augmente ou que l'économie chute. Dans les faits, on est là. Et bah, ça va s'accélérer puisque ils sont engagés. Voilà, toujours plus à donner leurs millions à l'Ukraine et par-ci. Enfin voilà, tout est mal utilisé. Voilà, voilà ce que la France est en train de faire, s'endetter de plus en plus et il n'y a pas vraiment de bienfait. Hein, parce que voilà, on s'enfonce toujours de plus en plus, on brade nos industries. Enfin voilà, c'est une catastrophe. Donc vous avez à peu près là comment on est passé de voilà de 1000 milliards à plus de 3000 milliards en seulement 3 présidents, Sarkozy, Hollande, Macron. Donc voilà, 3 catastrophes. Et après, et en plus, ça s'empire de plus en plus. Hein. Macron, il est encore plus catastrophique que Hollande, qui était un peu plus catastrophique que Sarkozy. Donc ça va, on s'enfonce toujours plus. Voilà, on élit des présidents de plus en plus incompétents. Donc voilà, sinon, on va passer aux cryptos. Et l'Union européenne qui envisage d'intégrer les cryptos ou la crypto dans le gigantesque marché des fonds UCITS. Donc l'autorité européenne des marchés financiers explore l'intégration des cryptos dans les marchés des fonds UCITS de 12 milliards d'euros. Enfin 12 000 milliards d'euros. Donc c'est un gigantesque fonds. Et là, voilà. Il propose d'intégrer l'intégration de la crypto. C'est bien. Ça va être encore des fonds, voilà, sous forme de tokenisation, des choses comme ça. Ça, les Real World Assets, la tokenisation, ça va arriver de plein fouet. Hein. Donc les projets là, comme Ondo, comme voilà, des choses comme ça. On va voir hein, quel projet va apporter cela. Mais ça promet d'être gigantesque. Et il y a des fortes chances que ce soit les blockchains Ethereum qui soient choisis pour ce genre d'initiative. Donc, bon, faudra surveiller ça de près. Donc, ça, c'est une énorme nouvelle. Hein.
une énorme nouvelle et qui peut amener à l'adoption de masse pour les cryptos. Après, vous avez surtout, hein, bien sûr, les Américains qui sont jamais loin de l'adoption massive. Ici, on parle de voilà, Mastercard, JP Morgan, voilà, JP Morgan, Wells Fargo, voilà, toutes les grandes banques et tous les émetteurs de cartes, là, les grands Mastercard, Visa, enfin voilà, et d'autres grandes banques américaines qui testent la technologie du grand livre partagé pour les règlements d'actifs tokenisés. Donc, en gros, toutes ces entreprises-là, financières ou grandes banques, se préparent au règlement voilà, d'actifs tokenisés. Voilà, sur la blockchain, tout ça. Donc ça se prépare à la finance décentralisée, ça se prépare à la crypto. Donc voilà, tout ça. En tout cas, les cryptos stagnent à 60 et quelques mille, tout ça. Mais l'adoption et la préparation est là. En tout cas, ça évolue chaque jour qui passe. On voit une évolution. Donc en tout cas, ça c'est le titre de la crypto. De manière générale, l'intérêt pour les cryptos revient à son niveau du bear market. Donc quand on était dans une phase de marché baissier, là l'intérêt pour la crypto est en train de retomber fortement. On a eu voilà, un regain d'intérêt avec les ETF spot Bitcoin, voilà, ces produits négociés en bourse pour s'exposer au Bitcoin, tout ça. Mais là, en ce moment, l'intérêt est en train de rechuter, si vous voulez. Et donc vous voyez ici ce chart, c'est le titre et la miniature de la vidéo de ce journal, on va dire. Et donc vous voyez, on avait un fort intérêt là, qui est remonté là dernièrement. Là, vous voyez ici tout à droite, ici, c'est remonté, mais là, ça repart en chute. Donc voilà, ça repart en baisse et voilà, on commence à de moins en moins à parler de la crypto. Bah voilà, hein, ça... pendant que les baleines se positionnent, hein, pendant que les plus intelligents, enfin voilà, les faux, voilà. Mais, excusez-moi, l'intérêt pour la crypto, de manière générale, malheureusement, repart à la baisse. Et voilà, c'est pour ça que ça va avoir des conséquences sur le cours des cryptos. S'il y a moins d'intérêt, bah voilà, il y a moins d'achats. Et donc les cryptos vont soit stagner pendant un certain temps, mais pas tellement monter plus que ça. C'est pour ça que moi, je suis concentré sur la valeur. Qu'est-ce qui crée le plus de valeur en ce moment? Qu'est-ce qui touche le plus de monde? Et ce qui touche le plus de monde, non, c'est pas la crypto à l'heure actuelle. Ce qui touche le plus de monde, là, en ce moment, ce qui impacte la forte tendance, c'est l'IA. C'est ça qui impacte le plus. C'est là où ça explose le plus à l'heure actuelle. Et là, c'est surtout les entreprises liées au secteur de l'énergie, le nucléaire, là. Parce que là, en ce moment, c'est les centres de données là, qui tournent à plein régime là, pour les modèles de langage IA. Et là, les entreprises comme Vistra ou Constellation explosent en bourse. Et c'est là où il y a la valeur, c'est là où voilà, où il y a un intérêt, où il y a la tendance, et avec Nvidia, voilà, tout ça. Donc, par exemple, Supermicro pour les serveurs, voilà. Donc tout ça, c'est là où il y a l'intérêt. C'est pas vraiment sur la crypto. Je le rappelle encore. Donc voilà. Et là, l'intérêt repart à la baisse. Donc vous étonnez pas là, tous ceux qui sont pressés. Oui, le Bitcoin pour moi va aller à plus de 100 000. Peut-être d'ici fin 2024. Oui, on va avoir une forte explosion d'un coup. Oui, peut-être dans un mois ou deux. Mais là, à l'heure actuelle, il va falloir passer encore quelques semaines d'orage ou des choses comme ça. Puisque l'intérêt repartit à la baisse. Il ne se passe pas grand-chose de manière générale sur la crypto. Ça se bat au niveau de la réglementation, tout ça. Mais voilà, il ne se passe pas grand-chose. Et bah, c'est normal que les cours vont être volatiles, vont baisser, peut-être revenir à 50K. Voilà, profitez-en normalement pour accumuler. C'est quand on est en phase de baisse qu'il faut rentrer. Ça paraît bête, hein, ou psychologiquement, on se dit, bon, il ne se passe rien, bon, on attend. Bah non, c'est là que, quand il ne se passe rien, qu'il faut se construire un portefeuille. Quand ça va exploser et que tout le monde va être intéressé, que tout le monde va se dire bah, c'est là qu'il faut rentrer, bah, ce sera là qu'il faudra sortir. C'est comme ça que ça se passe, c'est les marchés, c'est comme ça. Donc à chacun de se faire une idée et d'avoir l'intelligence psychologique de faire le contraire de la masse, on va dire. En attendant, voilà, pendant que certains ne se désintéressent et que l'intérêt est parti, que certains vendent et partent, bah ici, regardez, on a le document déposé auprès de la SEC montre que les Rothschild, l'une des familles les plus puissantes au monde, hein, vous connaissez hein, les Rockefeller, Rothschild, les familles richissimes américaines, bah là on voit que les Rothschild disposent de 3,6 millions de dollars en ETF ici. Vous voyez? Donc là, voilà, les familles intelligentes, elles se placent, accumulent. Pendant que les pauvres ou les familles ou les gens lambda ou les petits investisseurs, eux, bah, suivent la tendance. Et dès qu'il n'y a plus d'intérêt ou qu'on craint ou que la crypto tombe, bah, eux, ils partent.
bah voilà, bah, il faut faire le contraire de la masse, comme les familles intelligentes, comme les Rothschild, on va dire. Vous voyez? Donc, voilà, hein, d'autres personnes comme Donald Trump, très intelligente, un milliardaire, multimilliardaire, Donald Trump, voilà, qui a pas mal de soucis, hein, voilà, pour se refaire élire. Enfin, en tout cas, il a tout, voilà, comment on va dire, les médias de propagande et voilà, toute voilà, la bien-pensante, démocrate qui sont contre lui, voilà. Et donc, voilà, il lutte contre ça, mais en tout cas, il accepte les dons en crypto. Et lui, il est pour la crypto, hein. Il parle de NFT, tout ça. C'est pour ça que l'écosystème crypto souhaite qu'il soit élu, on va dire. On souhaite plutôt... Parce qu'en fait, c'est plutôt les démocrates qui sont anti un peu crypto. On connaît Joe Biden, il veut... Là, on a même eu... Tiens, on va aller dessus, là. Et on a Joe Biden, là, qui a créé une loi pour interdire là, que les entreprises possèdent des cryptos. Et vous avez Gary Gensler aussi, nommé un peu par Joe Biden, qui est anti-crypto, tout ça. Donc, de manière générale, c'est les démocrates. Ici, en tout cas, là, on a le fondateur et PDG de Messari Crypto, qui est un média de recherche très, très poussé sur la crypto, avec des analystes, voilà, très poussés. Bah, le patron, le fondateur et PDG là, de Messari, qui dit lutter pour la crypto et soutenir le président Trump. Oui, parce que Trump est pour, de manière générale, pour l'avancée technologique, les cryptos et tout ça. Il fait même du business avec. Donc, moi-même, j'espère que ce sera Trump, pas que pour la crypto, hein, mais pour que le monde se porte mieux, que ce soit Trump qui soit élu. Et dédicace à un haineux là, dans mes commentaires là, Blood Off ou je sais plus quoi là. Attendez, je vais essayer de le retrouver rapidement. Ici, bon, je sais pas si je vais le voir. Mais ouais, il y a Blood, je crois que c'est Blood Off ou des trucs comme ça, qui dit que je suis perdu ou je sais pas quoi. En tout cas, viens sur Telegram, je t'invite, tu te reconnaîtras. Viens sur Telegram pour débattre. Là, tu me demandais en commentaire, j'ai pas eu le temps de répondre là. La source là, par rapport à la Légion qui a été envoyée en Ukraine, je la retrouverai, mais je te l'enverrai sur Telegram. Si tu viens sur Telegram, ou voilà, en commentaire, je peux pas t'envoyer les liens, les choses comme ça. Mais je t'invite à venir si jamais tu vois cette vidéo. Mais en tout cas, je contredirai tous tes faits là, enfin voilà. T'es beaucoup dans ce que les médias de propagande disent. Et voilà, on te fera comprendre que tu es dans le faux. Donc voilà. Voilà, et là, regardez. Ici, on a un membre du Congrès là, américain, Emmer, qui, voilà, hein, qui se bat contre la SEC là. Parce que la SEC est anti-crypto. Et donc voilà. Et donc lui, il dit que sous la direction de Gary Gensler, la SEC s'est éloignée de sa mission statutaire, consistant à protéger les investisseurs et à maintenir des marchés équitables. Et ils estiment là que la SEC, voilà, veut tuer l'industrie crypto et voilà, elle veut trop maîtriser tout ça. Donc lui, il s'attaque et pour le bien de la crypto, il va contre la SEC. Et voilà, et ce parti démocrate dans le sens général là. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, dans le prix des cryptos, ça se passe. On est plutôt dans une phase descendante là. Peut-être un crack qui pourrait arriver sur Bitcoin. Le Bitcoin qui bataille dans les... On va dire les... là, il a combien le Bitcoin? On va aller voir ça. Le Bitcoin qui est à 62 000. Bon, c'est un peu remonté, c'était à 61 000. C'est pour ça que les cryptos là reprennent un gain voilà, dans le vert. Mais voilà, ça, c'est si on regarde sur la semaine là. Sur la semaine, on était... Ouais, même sur la semaine, quoique... Je sais même pas. Et sur le mois, je vais mettre... Ah, quoique, voilà. Sur le mois, on est globalement dans le rouge. Hein. Vous voyez mais bon. En tout cas, on est dans une phase du Bitcoin de range. Et plutôt de range avec un sentiment baissier. On range, mais par la baisse. On essaye... On espère un catalyseur qui va nous faire exploser ça d'un coup et faire repartir les cryptos. Donc, au niveau des charts, il y a des éléments. Quand on voit qu'en RSI, là, on a touché le point bas et que maintenant, c'est la hausse qui nous attend, on se dit qu'il y a un nouvel élan qui va se construire, mais compliqué voilà, d'être optimiste puisqu'il n'y a plus aucun catalyseur. Et comme je vous l'ai montré, l'intérêt pour les cryptos, c'est à chuter. Et là, les volumes sont plutôt moyens, on va dire. Il n'y a plus d'intérêt. Donc, voilà, on pourrait croire les charts, mais là... voilà, au niveau de la cryptographie, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner que nos cryptos sont volatiles et qu'on est plutôt en baisse ou en perte à chaque fois.
en fait, puisque la valeur n'est pas tellement ancrée, en tout cas sur la crypto à l'heure actuelle. Donc malheureusement, faudra repasser pour l'instant. Mais comme je vous l'ai dit, c'est quand il y a un intérêt bas et quand il y a des ventes qu'il faut rentrer. Faut être à contre-courant. Donc même si ça se passe mal, bah, c'est le moment en fait de faire la différence sur la crypto. C'est comme ça qu'il faut agir en fait. Et là, on nous dit qu'on est à peu près 37% hein, du bull market. Donc, on n'est même pas encore la moitié. Là, en plus, l'intérêt redescend. Donc, peut-être que, voilà, on va redescendre à 30% du bull market, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est loin. Voilà, on n'est même pas à la moitié du bull market. On a de la croissance à aller chercher. Mais pour le moment, il faut se construire peut-être une stratégie, un bag. Essayer d'anticiper quelle crypto va faire la diff là, à venir. Oui. Et donc, tous ceux qui sont pressés sur les altcoins, les meme coins, voilà, chercher les pépites, les Tao, les Hondo, il y a le temps, en fait. Vous cherchez, voilà, tous les airdrops, les trucs. Mais voilà, la plupart se brûlent les ailes parce que l'investissement, quand on investit, c'est à partir de 6 mois, 1 an qu'on voit une différence. C'est pas dans les 3 mois. Mais la plupart changent au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et en fait, il n'y a pas vraiment de gain, en fait. Donc, il faut rester, même si vous investissez, patienter au moins 6 mois, 1 an avant de changer de stratégie. Donc en tout cas, voilà, l'adoption du Bitcoin continue. Ici en Corée du Sud, vous avez Emart24, donc une chaîne de magasins là-bas en Corée du Sud, qui s'associe à BitHump pour vendre des lunchbox Bitcoin. BitHump, je crois que c'est un exchange crypto. Et donc, ils s'associent pour vendre des lunchbox BTC, Bitcoin. Donc, ces boîtes contiennent donc de la nourriture, mais aussi 10 000 won en Bitcoin. Pour ceux qui s'inscriront sur l'application BitHump en saisissant le numéro de coupon se trouvant à l'intérieur. Donc, le prix d'une boîte est de 5 900 won, soit environ 4,30 $. Donc, voilà, vous avez des boîtes à 4,30 $, c'est-à-dire à peu près 3 euros ou des choses comme ça. Et voilà, qui contiennent des coupons. Voilà, et donc, comme des gains, en fait, vous allez avoir des gains un peu si vous inscrivez sur l'application BitHub qui a un exchange crypto, en fait. Donc voilà, ça aide à l'adoption massive. Vous achetez cette boîte et voilà, vous pouvez avoir des réductions si vous inscrivez sur l'exchange. Bon, c'est un moyen d'attirer. Voilà, c'est du marketing. À chacun, voilà, sa stratégie. Mais voilà, petit à petit, le Bitcoin qui s'installe même dans les rayons, dans les magasins, tout ça, ça participe à l'adoption massive. Plus on voit le logo du Bitcoin et plus ça va peut-être éveiller les consciences, on va dire. Donc voilà, par rapport à Bitcoin. Ici, par rapport à Ethereum, Vitalik et Ethereum qui toujours sont là à essayer d'innover pour Ethereum. Même si c'est le calme plein sur Ethereum, il ne se passe rien du tout. C'est surtout sur Solana qu'il voilà, y a du volume, le réseau est utilisé. Mais en tout cas, Vitalik Buterin ici présente l'EIP 7702. Donc une avancée majeure par rapport à l'abstraction de compte pour faciliter en fait, voilà. L'utilité hein, ou en fait l'expérience utilisateur là, de la blockchain Ethereum. Donc voilà, toujours, on va pas rentrer dans les détails. Ethereum qui toujours essaie d'innover. Mais le problème, c'est qu'Ethereum, c'est light. En fait, c'est light et c'est lent et c'est pas très moderne. Alors que Solana, eux, normalement, par exemple, là, cette innovation, après, on va avoir des développeurs qui vont y aller sur Solana et qui vont amener cette nouveauté-là, l'EIP. Les gars, ils vont juste après la développer sur Solana. Et Solana est une blockchain moderne avec toutes voilà, très rapide, très peu de traits. Et en plus, il profite de les innovations d'Ethereum. Donc, en fait, Solana rafle tout, en fait. Bon, en tout cas... mais après, moi, j'ai pas de doute. Hein. Pour moi encore, c'est Ethereum qui sera la blockchain de smart contract. Voilà, c'est sur Ethereum qui va se passer toute la tokenisation des actifs réels, là, les RWA, tout ça. Même la majorité, hein, les gros projets de gaming, de finance décentralisée. Pour moi, c'est sur Ethereum que ça se passera. Mais pour l'instant, Ethereum est très lent et voilà, c'est pas encore, voilà, on n'est pas encore parti pour l'adoption massive en tout cas. Parce que Ethereum, là, il reste encore du temps. Même si, donc on a eu, voilà, la bonne nouvelle récente, la mise à jour d'Enkun. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, a permis de réduire drastiquement les frais de transaction sur Ethereum. Mais quand même, il reste assez élevé. Et en fait, on utilise toujours les layer 2 sur Ethereum, les deuxièmes couches, pour aller faire ces transactions. Parce que Ethereum reste quand même avec des frais quand même encore chers, quand même, par rapport à la moyenne.
Contrairement à Solana, tout ça. Ça, c'était la bonne nouvelle. Mais le problème, la mauvaise nouvelle, c'est que Ethereum redevient inflationniste pour la première fois depuis The Merge, en fait. Depuis une mise à jour, là, voilà. Depuis qu'ils sont passés en Proof of Stake, voilà, un consensus, là. Ils étaient en Proof of Work. C'est-à-dire qu'ils utilisaient les GPU, voilà, pour sécuriser le réseau. Là, ils sont passés au Proof of Stake. C'est-à-dire qu'on délègue des cryptos pour les validateurs pour qu'ils voilà, ils sécurisent le réseau. Tout ça, c'est de manière virtuelle, là, le Proof of Stake. Et bah, depuis ça, bah, ils étaient en fait déflationnistes. Mais là, maintenant, mauvaise nouvelle, ils sont repassés inflationnistes. Donc, en fait, au lieu que l'Ether se raréfie, bah là, voilà, l'Ether, il y a de plus en plus d'Ether en circulation. Ce qui est pas bon, en fait, pour le cours le cours d'Ethereum. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Donc, vous voyez la courbe, on était en phase de baisse. Et là, d'un coup, la courbe s'est inversée, là, ici. Et la courbe repasse à la hausse. Et là, comme par hasard, bah, vous voyez, hein, ici, bah, le prix d'Ethereum qui repart ou qui stagne, là, et qui repart vers la baisse. Ça sent pas bon pour Ethereum. Vraiment, là, Ethereum, de manière générale, c'est pas les beaux jours, hein. Et là, moi, pour l'instant, j'investis plutôt sur Solana. Ethereum, j'ai des doutes. J'ai des doutes, mais vous savez, mon discours, il peut changer très vite. Parce que ça va très vite sur la crypto. J'avais des doutes un temps aussi sur Solana. Ça s'est vite évaporé. Donc aujourd'hui, voilà, Ethereum, c'est pas trop ça. Mais bon, on sait que plus tard, ça va vite se réveiller. Donc, on attend, hein, on attend que les beaux jours arrivent pour Ethereum. Donc voilà. Après, quelques restes d'actualité. Ici, on a... j'ai encore dépassé la demi-heure de vidéo. Je sais pas ce que je voulais, mais bon. La SEC qui refuse le règlement de 10 millions de Ripple et réclame 2 milliards. Ils veulent clôturer cette histoire. Mais là, et maintenant, c'est sur l'arrangement là pour le paiement de cette affaire. Ils demandent 2 milliards à Ripple, alors que Ripple voulait juste et jugeait que 10 millions, c'était raisonnable. Mais la SEC veut plus. Donc, on verra ça. Binance, l'exchange Binance le plus connu, le plus réputé, Binance qui a exclu 355 000 utilisateurs de son exchange pour des violations diverses. Donc là, voilà, apparemment il y a des mauvaises personnes là, des mauvais utilisateurs en tout cas sur Binance. Et là, Binance les ont tous exclus. Ils les ont repérés et exclus. Et ils auraient réalisé 2500 milliards de volume ces 3 dernières années. Donc, bon... Binance qui essaye de écarter tous les malveillants là sur son exchange ou tous ceux qui visent à des fraudes ou des choses comme ça. Donc voilà. Après, on a par rapport au Nigeria, le CEO de Binance, Richard Teng, accuse les responsables nigérians d'avoir exigé un paiement de 150 millions de dollars en crypto-monnaie pour résoudre une enquête criminelle à laquelle l'entreprise était confrontée. Le gouvernement nigérien a nié ces accusations. Donc voilà, ici c'est Richard Teng, le PDG de Binance, ici là, qui accuse, voilà. Donc après, il dit que les responsables nigérians auraient proposé un règlement en secret en crypto. C'est ce qu'affirme le CEO de Binance, donc Richard Teng. Donc on verra. En tout cas, le Nigeria qui nie tout ça. Donc on verra cela. Tether, le cofondateur de Tether, l'entreprise qui a créé le stablecoin. En fait, c'est une entreprise financière, Tether. Une entreprise qu'on peut dire de success story, hein. Tether, c'est la plus grande entreprise liée au stablecoin. En tout cas, les stablecoins, c'est c'est notre liquidité dans le futur, on va dire. C'est une crypto qui réplique les cours des devises, comme le dollar ou l'euro ou des choses comme ça. C'est des stablecoins. Et là, le Tether, voilà, ils ont l'USDT qui est le stablecoin le plus utilisé au monde, le stablecoin américain, stablecoin USD Tether. Donc qui réplique le cours du dollar américain, qui est très utilisé sur toutes les blockchains, tout ça qui fait la passerelle en tout cas. Et donc là, Tether qui envisage des intérêts directement sur les monnaies fiat grâce à la tokenisation. Donc Tether qui veut profiter là, des Real World Assets pour mettre peut-être des intérêts sur les monnaies fiat qui viendraient sur leur stablecoin en tout cas. Donc Tether qui cherche à rentabiliser, hein, à faire de l'argent. Et là, il y a quelque chose à jouer. Et ils ont bien sniffé cela, ou senti le coup là. Il est rare qu'une innovation technologique soit si parfaite qu'elle ne présente aucun inconvénient. Le seul moyen d'améliorer la monnaie fiat est de la tokeniser. Ce qui est vrai. Et eux, en fait, Tether, ils tokenisent les monnaies fiat, comme le dollar et l'euro, tout ça. Ils ont tokenisé ça. En fait, ils ont créé ce qu'on appelle des stablecoins.
Et Tether sont les grands dominants dans ce secteur avec Circle, l'autre entreprise Circle, mais Tether sont les leaders en fait dans ce marché-là. Donc voilà. Et on a fini cette vidéo, hein. On a fini. Et juste pour rappeler, le 9 mai 2013, ici, vous avez Da Vinci Jérémy. Cette personne-là, là, ici. Da Vinci Jérémy, alias Da Vinci J15, là, ici. Qui a partagé une vidéo sur YouTube recommandant d'acheter pour 1 dollar de Bitcoin. À l'époque, c'était en 2013. Ici. Il avait fait une vidéo, il recommandait d'acheter du Bitcoin qui valait 1 dollar. Aujourd'hui, le Bitcoin, si vous l'auriez écouté, vous serez voilà, certainement peut-être multimillionnaire, facile. Lui, il a fait ça, il a acheté à l'époque quand ça valait que 1 dollar. Résultat des courses, aujourd'hui, il profite de sa richesse sur les réseaux sociaux. Voilà, il est sur les yachts, tout ça. Voilà, parce qu'il a investi au bon moment et il était early. Il a investi tout au départ. Donc aujourd'hui, c'est trop tard pour faire ça sur le Bitcoin. Mais même si le Bitcoin reste un bon achat pour faire fructifier son argent sur le temps, c'est un bon actif qui va prendre beaucoup de valeur sur le temps. Hein, x4, x5 d'ici le prochain bull run et bien plus tard. Mais par contre, c'est plus le Bitcoin qui va vous rendre millionnaire. C'est peut-être essayer de trouver une autre crypto et faire all-in dessus ou voilà, très early. Mais voilà, c'est de plus en plus difficile sur la crypto de trouver cela. Mais bon, après... voilà, à chacun de voir sur quel risque il veut prendre. Bon, en tout cas, on reste au courant pour d'autres actualités. J'ai fait le tour. On se tient au courant. Hein. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et on revient pour d'autres actualités en tout cas. Force à nous. Hein. Allez, à plus.